اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله ومسية طيبة ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نحن الخميس 16 ديسمبر 2021 عشية الجمعة الموافق للأسبوع 148 من الحراك الشعبي المبارك في الجزائر. راح ندير هذه الحصة باللغة الفرنسية لأن كان فيه طلب وتوضيح لبعض النقاط. Donc nous sommes bien le 26 décembre, le 16 décembre 2021. Normalement, ça correspond à la veille du vendredi 148, la semaine 148 du Hirak en Algérie. Alors, je souhaite aborder aujourd'hui un sujet qui est bien sûr en relation avec ce qui se passe de nos jours, comment les choses ont évolué en Algérie, le climat délétère, le climat de répression, le climat de la peur que veut imposer la bande, la Aïsaba qu'on l'appelle chez nous, et pour surtout mettre un terme, selon leurs vœux, leurs souhaits, un terme final au Hirak, chose que bien sûr ils ne pourront pas réaliser. Je vais expliquer pourquoi. Alors bien entendu, on sait qu'il y a une reprise en main de la part d'un courant, d'un clan qui est connu pour privilégier la voie de la répression, la voie musclée, la voie qui ne peut concevoir l'État algérien que comme étant sous l'emprise d'un appareil sécuritaire, d'une police politique, bien sûr pour garder le statu quo, faire en sorte que l'Algérie ne devienne pas un État civil, mais reste un État sous la main d'un clan de dirigeants militaires. Je dis bien un clan parce qu'il ne s'agit pas de l'armée en tant que telle. Tout pays normalement constitué a une armée, a des services de sécurité. Là n'est pas le problème. Mais quand la constitutionnalité même de l'État n'est pas reconnue, les institutions ne sont pas respectées, nous avons plutôt un genre de système qui n'est même plus le système hybride, c'est-à-dire d'apparence démocratique, qui essaye de mettre en avance certaines institutions, une certaine vitrine démocratique. Pire encore, il sombre dans la répression à outrance et devient donc un simple appareil aux mains d'une junte et d'un système de police politique à usage répressif qui veut maintenir ses privilèges et sauver le système, quel qu'en soit le coût, même si cela devait mener, malheureusement ça arrive assez souvent, à la destruction de l'État. Alors, est-ce une chose nouvelle? Non. Je voulais juste, lors de cette émission, rappeler certains principes de base, d'abord certains comportements, non pas qui ont lieu en une relation, si vous voulez, directe avec cette police politique, ces services de renseignement qui ont la mainmise sur l'État, mais certains de leurs relais. Alors, les relais sont multiples, donc ils essaient bien sûr de mettre en avant ces structures qui ont pour seul but de légitimer le fait du prince, donc de dire que oui, ce que fait cette police politique est bon, et c'est toujours les mêmes acteurs, les mêmes outils qui sont utilisés. Je vais en citer deux comme exemple, qui sont des journaux, des organes de médias. Alors l'un, le premier s'appelle le journal Al-Mujahid. Encore une fois, c'est des titres, ou plutôt des structures qui ont une histoire en Algérie. Al-Mujahid, c'est le journal porte-parole qui a été créé pendant la révolution contre le colonisateur français, donc qui est un symbole fort de l'histoire algérienne, mais qui a été dévoyé depuis l'indépendance pour devenir en fait le porte-voix du régime dictatorial qui s'est mis en place. Alors, l'un des exemples qui montre comment ce système véhicule une propagande, en fait, qui est d'un bas niveau, parce que ce sont toujours des méthodes staliniennes de régime brejnevien, Ceausescu, tout ce que vous voudrez, qui ont du mal à passer au XXIe siècle, mais qui sont toujours utilisées de la même façon. Alors bien sûr, elles sont
ces méthodes sont vouées à l'échec. Elles n'ont plus cours de notre âge, dans notre ère où les moyens de communication sont différents, les gens ont d'autres moyens d'arriver à l'information. Et ce qui montre que ces structures qui ont été dévoyées par ces services n'ont pas pu évoluer. N'ont pas pu évoluer dans leur conception de ce que devrait être l'Algérie, dans leur méthode de communication, dans leurs accusations farfelues qui font rire, si ce n'était qu'elles sèment l'effroi, malheureusement, parmi beaucoup de gens, qui créent de la répression, qui créent l'arbitraire, qui légitiment l'arbitraire. Donc, ça, c'est un exemple. Ça, c'était l'exemple, excusez-moi, pas d'El Moujahid, mais plutôt d'un autre journal sur lequel je vais revenir. Et tant qu'on y est, j'en parle. Hein, donc, c'est le soir d'Algérie. Comment Rachad a infiltré le Hirak. Bon, alors c'est des élucubrations sans fondement. Abdel Shrif, c'est une journaliste qui est connue pour ce style un peu, je dirais, macabre, qui ferait rire si ce n'était qu'il travaille pour un clan qui se base sur des choses absolument infondées, ni sur le plan du droit, bien sûr, ni sur le plan de la raison, ni de la description objective. Alors, pour Abdel Shrif, le Rachad utiliserait des personnes fragiles, des vieilles dames, souffrant de maladies, des mineurs ou des intellectuels sans reproche, alors pêle-mêle, connus pour leur probité morale, tiens. Donc, et jouissant d'une bonne réputation. Donc tout cela sont des gens manipulés par Rachad. Pour faire quoi en définitive? Parce que là on parle d'accusation de terrorisme. Eh bien pour aider des prisonniers. Voilà. Pour aider des prisonniers, pour aider leurs familles, pour soutenir le Hirak. Et donc, ce faisant, Rachad commet aux yeux de pseudo-journalistes comme cet Abdel Shrif, l'irréparable, le terrorisme, ce qui est quoi? C'est-à-dire soutenir le Hirak, défendre des prisonniers, défendre leur cause, soutenir leur famille. Bien évidemment, pour des gens normalement constitués, ceci se ferait plutôt rire, mais ce sont là les vecteurs de cette propagande de bas étage. Alors, idem pour ce dont je parlais, le journal El Moujahid, la traque continue. La traque, si vous voulez, c'est encore ces termes de langage guerrier contre des gens qui n'utilisent en aucun cas la violence ou le terrorisme. Ce sont des militants associatifs, politiques. Et n'oublions pas encore une fois que sous couvert, soi-disant, de s'attaquer à Rachad, on veut criminaliser le Hirak. Le Hirak, qui a voulu un changement pour un État de droit, l'État démocratique, qui a respect et un attachement, mais alors là, inébranlable à la voie non violente, pacifique. Jamais, dans l'histoire récente de tous les mouvements révolutionnaires, on a vu un mouvement aussi respectueux, aussi attaché à la méthode violente que ce que nous avons vu dans le Hirak algérien. Mais toujours est-il que les vecteurs de propagande des généraux que j'appelle d'une façon péjorative, donc cette police politique, ces services qui ont pris la mainmise sur l'État algérien, veulent mater le Hirak. Alors, le problème n'est même pas de savoir si ces gens appartiennent ou pas à Rachad. Qu'ils y appartiennent, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Je ne sais pas de quoi. En tout cas, un consensus se met en place maintenant au niveau soit des organisations de défense des droits de l'homme, soit de l'opinion mondiale, soit des instances onusiennes de défense des droits de l'homme, que cette dénomination de terroriste à l'encontre de Rachad est pour le moins abusive, contraire au droit, et n'est basée sur aucune chose factuelle, si ce n'est la volonté d'un régime dictatorial, d'une police politique, de criminaliser le Hirak sur des bases totalement farfelues. Alors si je lis El Moujahid, c'est quoi? C'est quoi les accusations? C'est atteinte à l'unité nationale, complot contre l'État et publication, voilà, la publication sur les réseaux sociaux
de choses qui peuvent porter atteinte à l'intérêt national. Donc, c'est clairement des délits d'opinion. Voilà. Pour cette junte, elle n'a pas pu accepter que le Hirak continue à œuvrer pour justement l'avènement de l'état de droit et mettre fin à cette mainmise de cette police politique sur l'État algérien. Alors, en citant ces exemples, ces organes dits de presse, donc qui sont des instruments de propagande de bas étage, comme je l'ai dit, de type brejnevien, etc., on se rend compte que c'est en fait la manifestation médiatique, journalistique, d'une approche sécuritaire d'un clan qui a été évincé du pouvoir donc un petit peu avant le Hirak et surtout après le Hirak, et qui revient en force avec ses méthodes violentes, ses méthodes de répression, et on a des informations qui veulent même aller plus loin. Et heureusement que le Hirak si vous voulez, lui rend la tâche difficile par son attachement à des valeurs qui rendent l'action de cette bande difficile, parce qu'ils sont sur le point de commettre l'irréparable, de passer, ou si vous voulez, de céder à leurs pulsions criminelles. Et je pèse mes mots, ce sont des pulsions criminelles, des pulsions dictatoriales, de personnes que l'on a connues par le passé, dans les 20-30 dernières années passées, qui ont commis des crimes. Des gens, certains d'entre eux sont ou bien poursuivis ou le seront dans le futur d'une façon inexorable, inéluctable, parce que c'est le cours normal de l'évolution des choses dans de telles situations. Et j'en veux pour preuve, j'ai choisi des exemples que l'on a connus dans d'autres pays. Alors, je vais montrer d'abord ce que disait le Hirak encore cette année, donc certaines marches que l'on a vues. Je reprends avec ce qu'on entendait dans les voix du Hirak et essayer de faire le lien. Donc voilà, je vous laisse écouter. Donc, vous vous rappelez, ça c'était pendant les grandes marches de Hirak. Celle-là a eu lieu en 2021, je pense que c'était le printemps, avril ou mai. Et les gens disaient clairement de cette Essaba qui gouvernait ces bandes, vous êtes les enfants de Bijar. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, on sait très bien qui est Bijar, quel a été son rôle de criminel pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, ce slogan dépasse la simple symbolique, c'est-à-dire ce ne sont pas seulement des gens qui ont dit ça parce qu'ils étaient, ils reprochaient des choses à cette bande, cette Essaba, mais il y a des faits palpables et que l'on retrouve. Il y a, surtout avec l'équipe qui revient en place à la tête de cette police politique, de ces services, et dont certains d'entre eux sont connus pour étant des criminels notoires, une façon d'agir, de penser qui est en fait tout simple. L'État appartient à l'armée de premier chef, donc c'est un État militaire que nous voulons, qui lui-même est sous la coupole d'une police politique, de services de renseignement, d'un état-major de l'armée, et qui pour lui mène une guerre contre ce qu'ils appellent des éléments subversifs qui veulent porter atteinte à l'État-nation. Alors l'État, c'est eux, c'est ça. Pour eux, donc, une manifestation politique, la volonté d'un changement politique, d'une ouverture démocratique, de demande de droits de l'homme, c'est porter atteinte à l'État parce que c'est eux, et ils ne veulent pas rendre de compte, ils ne veulent pas qu'il y ait un nouvel ordre constitutionnel qui amènerait l'État de droit, l'État démocratique, le respect des libertés, les droits humains, etc. Est-ce que c'est une chose nouvelle ? Non, nous savons très bien
que ce sont des doctrines que l'on retrouve malheureusement, c'est ce genre de personnes dans ces services, et qui ne sont pas en fait le fait de l'Algérie. L'histoire montre que ça s'est répété. Alors pour étayer cette thèse, je vais montrer ce qui s'est fait en Amérique latine, d'abord faire le lien avec Bijar et d'autres, et j'ai trouvé un documentaire qui date d'une vingtaine d'années, hein, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est des faits anciens connus, et qui montre comment ces thèses, ces théories ont été mises en place sur le terrain avec des formateurs français. Donc on retrouve les Bijar, les Trinquier, les Ossares, qui sont allés former des officiers, des généraux en Amérique latine. Ossares a été à Fort Bragg aux États-Unis. Il a formé les futurs putschistes d'Amérique latine dans plusieurs pays, Brésil, Chili, Argentine, Paraguay, etc. Et on retrouve comment ces gens pensent et comment le processus est. Alors j'ai choisi quelques passages pour qu'on puisse voir vraiment comment les choses. Alors, je vous montre certains. Mais aussi portugais ou israélien. La bataille d'Alger aura aussi son manuel. Intitulé La guerre moderne, il a été rédigé par le colonel Trinquier, le chef du commandant Ossares. Dans son livre, il justifie. Donc là, voilà, on voyait un petit peu l'origine, les Ossares, là c'était Bijar, le Trinquier, donc ça c'était l'un des théoriciens de cette guerre contre-insurrectionnelle. Et n'oublions pas que ceux qui sont revenus aux commandes ces jours-ci en Algérie ont mené une guerre similaire dans les années 90. Alors, je veux mettre au clair certaines choses. Au début du Hirak, certains disaient on ne parle pas des années 90 et nous pensons que c'était la bonne chose à faire. Parce que de toute façon, une justice, au sens noble du terme, au sens aussi de la légalité, ne peut se faire que dans l'état de droit. Et c'est pour ça qu'il y a eu un consensus parmi tous les hirakistes de tous bords de ne pas amener le terrain des années 90 avec la sale guerre sur le devant de la scène et que les Algériens allaient en reparler nécessairement par la suite, mais dans un contexte apaisé, surtout dans le contexte d'un état de droit, pour éviter toutes les dérives dans un sens ou dans un autre. Ceux qui ramènent les pratiques, le langage, la terminologie, les méthodes des années 90 sont ceux qui sont revenus maintenant au pouvoir. Et je veux montrer quelle est leur façon de penser. Alors, donc on a vu que leur maître à penser dans la guerre insurrectionnelle, comment mater dans leur conception ce qui est subversif, et nous allons voir ce que c'est que ce subversif, c'est l'école Ossares, Trinquier, Bijar, etc., et qui a été transmise à d'autres, que nous allons voir en Amérique latine. Alors j'ai choisi des passages, je vais essayer de les retrouver pour vous, et on va les écouter ensemble. Alors, commençons d'abord par Ossares, hein, la minute 11, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que vous avez donc enseigné là-bas ? Eh bien, j'ai enseigné les conditions dans lesquelles j'ai fait un travail qui n'était pas celui que fait normalement une armée classique. En clair, vous avez enseigné les techniques de la bataille d'Alger. C'est ça. Voilà, donc là on a entendu ce que disait Ossares, donc c'est clair et net. Alors après on en vient à un exemple de l'Argentine. On aura, si vous voulez, deux témoignages enregistrés parmi les personnes, les généraux supérieurs de cette junte militaire, et voir un petit peu leur façon de penser. Parce qu'on la retrouve chez nous. Donc ce qu'ils entendent par subversion, comment est-ce qu'ils regardent leur attitude par rapport aux crimes qu'ils ont commis. Alors, cet enregistrement a été fait de mémoire, je pense, avant qu'il ne soit poursuivi. Parce que vous savez qu'il y a eu des périodes en Argentine. Hein. Il y a eu Carlos Menem qui avait entériné des lois
donc d'amnistie pour couvrir ces généraux comme genre réconciliation de Bouteflika chez nous. Après, il y a eu des retournements, des poursuites, et ces gens ont fini en fait leur jour en tant que criminels de guerre condamnés, ce que nous allons voir. Alors, j'avais choisi deux exemples. L'un, c'est Général Diaz Bessone, et l'autre, c'est Albano Arguindegui. Donc, on va entendre ce qu'ils disent. Hein. Donc, première partie. Voilà. Premier outil pour lutter contre une agression révolutionnaire, subversive ou de type guérilla, c'est d'avoir un bon appareil de renseignement. Ce fut l'un des enseignements les plus importants que nous ont transmis les Français de leur expérience en Algérie. Oui, nous avons tout appris des Français. Ici, le renseignement avait toujours eu de l'importance. Il s'agissait de connaître les positions des troupes d'un ennemi extérieur, avec drapeau et uniforme. Mais rien à voir avec un ennemi terroriste, subversif, qui est caché et disséminé dans la population. Donc ces gens-là, qui assument leur rôle, pour eux, c'était la subversion. Voilà. On retrouve un petit peu la terminologie des journaux à la solde de la junte militaire chez nous aujourd'hui. C'est la subversion. Alors à l'époque, c'était clair pour l'Amérique latine, le contexte avec le soutien des États-Unis. Les méchants, les gens à abattre, à mater, c'était toute la gauche, les communistes. Ceux-là, c'était les subversifs. Et il fallait les tuer, les éradiquer. Donc le langage est assez clair, on entend les généraux. Et il y a aussi une chose qui m'apparaît importante dans ce que dit le général Bessone. On va le voir maintenant. Et vous allez entendre. L'armée a participé. Toutes. Tous les militaires d'actifs de cette époque ont pris part à la guerre anti-subversive. Toute l'armée a participé. Toutes. Tous les militaires d'actifs de cette époque ont pris part à la guerre anti-subversive. Est-ce que les Français... Alors, ce qui a attiré mon attention dans ce que disait l'ex-général Bessone, c'est qu'il dit que tout ce qu'on a fait, ce n'était pas des escadrons de la mort, il y en avait, mais c'était toute l'armée. Il insistait sur ça. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce qui crée la confusion chez nous en Algérie. Donc, Bessone insistait de dire que ce n'était pas seulement moi, ce n'était pas seulement certains groupes des escadrons de la mort qui tuaient, qui faisaient disparaître, etc. Non, c'était toute l'armée. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui, de la part de la Essaba, de la junte, de cette police politique chez nous. Dès qu'on critique le régime militariste, c'est l'ANP. Alors bien sûr, on dit la glorieuse ANP, etc. C'est toute l'armée, ils veulent impliquer toute l'armée. Alors que le problème de fond, on le sait, ce n'est pas toute l'armée. Ce ne sont pas tous les officiers, parce qu'il y en a des dizaines de milliers de militaires, centaines de milliers, qui sont dans un cadre normal de fonctionnement, mais il y a les escadrons de la mort, il y a cette police politique, il y a ces services secrets, c'est ceux qui veulent contrôler et museler le champ politique. Et les chefs de ces escadrons veulent faire croire au monde que, en fait, si on les attaque, et c'est ça, si on les attaque au sens légal du terme, légal, c'est-à-dire pour mettre fin à leurs actions et activités criminelles, alors ils se disent « ils attaquent l'armée, ils attaquent la glorieuse ANP, ils veulent attaquer les institutions de l'État », parce qu'ils assimilent l'État à leur situation personnelle, parfois, ou clanique, et on le voit chez Bessone, quand il insiste, c'était pas seulement moi, c'était pas seulement nous, le clan, c'était toute l'armée qui faisait ça. Et c'est ça, la fourberie qui est encore utilisée par ces clans qui ont encore la mainmise chez nous en Algérie, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement nous, c'est l'armée c'est le peuple, c'est les frères. Et ça fait en sorte que certains, malheureusement, même parmi les citoyens, politiciens, peut-être qu'ils ont un intérêt. Ils disent non, il ne faut pas toucher à l'armée. Le
problème, ce n'est pas l'armée, elle est utilisée par qui et dans quel but? L'armée en tant qu'institution, elle est noble, mais si elle devient elle-même otage d'un clan, d'une police politique, d'une junte, d'un état-major qui est dévoyé, qui veut mater son peuple, là, cette armée, en fait, perd son âme, perd l'essence même de son existence et elle devient malheureusement un outil aux mains de criminels et de génocidaires. Alors, il y a aussi d'autres choses qui sont clairement dites. Et là, nous allons entendre une phrase qui est absolument choquante de Bessone, et je vais la retrouver. Et vous allez entendre ce qu'il va dire. Comment voulez-vous obtenir des renseignements si vous ne secouez pas, si vous ne torturez pas? D'ailleurs, à propos des disparus, disons qu'il y en a eu 7000. Je ne crois pas qu'il y en ait eu 7000. Mais bon, que vouliez-vous que nous fassions? Vous croyez qu'on pouvait fusiller 7000 personnes? Si on en avait fusillé 3, le pape nous serait tombé dessus, comme il a fait avec Franco. Le monde entier nous serait tombé dessus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les mettre en prison? Et puis, dès qu'arrive un gouvernement constitutionnel, ils sont libérés. Et ils recommencent. C'est une guerre interne. C'est pas une guerre contre un ennemi de l'autre côté de la frontière. Ils sont prêts à reprendre les armes pour tuer à la première occasion. Alors, ce qui m'intéresse, ce qu'il vient de dire à la fin, donc bien sûr, il justifie toute la répression et tout, et il dit que c'est subversif, donc comme ce qu'on dit chez nous, des hirakistes. Ils vont revenir. Bien sûr, lui, il les accuse d'utiliser la violence, alors que il y en avait peut-être, mais ce n'était pas ça la révolution. Et on l'a vu par la suite, quand il a été mis fin à cette junte, il dit que si l'ordre constitutionnel revient, ils vont revenir. Donc, conclusion, il ne faut pas qu'il y ait un ordre constitutionnel. Et c'est ça l'essence de la pensée, si on peut l'appeler pensée, de ces dictateurs. C'est-à-dire que on ne veut pas de cette démocratie, de cet ordre constitutionnel, parce que ça donnera la possibilité à l'action politique qui va mettre en cause ou qui va remettre en cause nos privilèges, notre mainmise sur l'État, et ça, on ne peut pas l'accepter. Il ne veut pas d'ordre constitutionnel. C'est clair et net, dit précisément. Et il va plus loin dans l'autre partie quand il justifie l'injustifiable. Et je vous laisse écouter. C'est une réalité, et ce fut peut-être une erreur. Ça n'a rien à voir avec les disparus d'Algérie. C'était un autre pays. Une fois qu'il a été libéré, les Français sont rentrés chez eux. Tandis qu'ici, chaque disparu avait un père, un frère, un oncle ou un grand-père. Ici, la guerre a été très efficace. En 3 ans, la subversion a été anéantie. D'après les organisations des droits de l'homme, 30 000 personnes ont disparu en Argentine. Donc, dans la partie présente, ce qu'il avait dit aussi, c'est que, bon, il se plaignait, il disait qu'on a eu des disparus. Comment il justifie ça? Il a parlé de 7000. Il dit parce que, de toute façon, on ne pouvait pas se permettre d'exécuter normalement des gens. Si on avait exécuté tout le monde, parce que ça serait visible. Donc, exécuter, c'est qu'on a l'armée à exécuter un tel, et puis, bon, il faut en rendre compte. Donc, les disparitions, et c'est ça le cynisme, le caractère criminel de ces gens. Donc, pour éviter ça, avoir à des comptes, on faisait disparaître les gens. Voilà, on ne sait pas et c'est fini. Ils sont rentrés dans cette caserne ou la fameuse école dont j'ai oublié le nom, qui a été un centre. C'est comme un petit peu le Antar chez nous, hein, donc une école militaire en Argentine où bien sûr les gens rentraient pour ne plus en ressortir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ces exemples-là? Pourquoi? Alors, il y a principalement 2 raisons. Un, c'est que ces dictateurs génocidaires, ces polices politiques se croient
donc au-dessus de l'ordre constitutionnel. Et il l'a dit, lui, Bessonné, clairement. C'est-à-dire que c'est nous le pays, nous faisons ce que nous voulons. Tout ce qui s'oppose à ça est subversif, est terroriste. Et ils s'en foutent de ce qui est violence ou pas. Ils sont en fait eux-mêmes les initiateurs de la violence. C'est eux qui la pratiquent à une échelle industrielle. Et ils répriment, ils tuent. Nous connaissons ce qui s'est passé en Argentine, ou peut-être chez nous aussi dans les années 90. Et cette équipe qui est revenue chez nous, c'est avec cet état d'esprit. Mais elle a un gros problème. Et c'est là où je veux en arriver, cette fois chez nous en Algérie. C'est-à-dire que, au-delà de cette rhétorique de bas étage que l'on entend chez nous en Algérie, avec les journaux que j'ai cités le soir, et les réseaux terroristes, et on a attrapé à Oran, à Larouat, et je ne sais quoi, pour faire peur aux gens, alors qu'il n'y a rien, c'est du vent. Ils vont faire souffrir des familles, vont arrêter des gens, de tous bords, il y en a des centaines. Alors je leur rends hommage à chaque jour. Et puis, ils vont faire peur aux gens qui veulent les aider. Vous voyez, le titre de cette fameuse Abdel Chérif, le crime, entre guillemets, si j'ose dire, c'est qu'il y a des gens qui aident des prisonniers. Vous vous rendez compte? Et là, bien sûr, sur le champ, ça peut faire peur. Il y a des gens qui vont dire « ouais, j'ose pas le faire parce qu'on va me poursuivre, etc. » Mais sur le plan de la morale, c'est très noble, les gens qui aident des gens dans la détresse. Surtout que ce sont des militants des plus sincères. On ne parle pas de gens qui sont emprisonnés pour avoir commis des crimes ou des violences. Bien au contraire, les gens de Hirak sont d'une discipline de fer en ce qui concerne leur attachement à la non-violence, à leur combat démocratique pour l'avènement d'un état de droit, etc. Donc, sur le plan moral et éthique, ils sont au-dessus de ces criminels, au-dessus, bien loin, et aussi des suppo-journalistes, entre guillemets, qui soutiennent ces criminels. Donc, ils veulent faire peur aux gens, mais ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas parce que le Hirak reste attaché à des principes fondamentaux qui font sa force et qui feront que l'orage passé, parce qu'il passera, ceux qui passeront à la caisse, ce sont les criminels. Et je leur rappelle le cas de l'Argentine. Bessonné et ses amis, au début, on est comme parler fanfaronnade, ils ont fini comme criminels de guerre. Criminels de guerre par des tribunaux conformes à l'état de droit. L'histoire les citera, nous les montrons. Je ne suis pas argentin, mais je les montre comme étant des exemples de monstruosité qui ont fait des dégâts irréparables parmi la population. Et il y en a chez nous. Et ils finiront de la même sorte. Et ce ne sera que le Hirak qui ira triompher. Et je dirais aussi une chose. Vous savez que les gens qui aident, qui ont peur qu'on les criminalise parce qu'ils ont aidé une famille dont le père ou la mère ou la sœur ou la femme, parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs, femmes qui sont aussi emprisonnées ou poursuivies, ils ont peur. Je leur dis, n'ayez pas peur, parce que viendra le jour où ce seront ceux qui ont fait ces actes nobles d'aider des familles, d'aider des avocats, d'aider des défenseurs des droits de l'homme, des militants, qui deviendront les personnes enviées. On se rappelle tous, moi j'étais jeune, quand j'entendais certains des débats de famille dire « Ah, celui-là, il était bien pendant la révolution algérienne, donc contre l'occupant français, il donnait de son argent, il aidait les moudjahidines, les rebelles. » Mais je peux vous assurer que pendant la révolution, quand il y avait la répression des Bijar et Massu et Trinquier et Ossarès, personne n'aurait eu le courage de dire « j'aide les maquisards du FLN ou de la LN ». Jamais, parce que c'était la peur, c'était la répression. Mais par la suite, quand la répression a pris fin, quand les criminels ont été mis hors du pays, hors donc non plus les rênes du pays, les gens commenceront à parler. Les gens commenceront à être fiers d'avoir aidé les causes justes. Et c'est pour ça que les causes justes, il faut toujours les suivre. Il faut toujours les défendre. On peut payer un prix dans l'immédiat qui peut être très lourd pour certains. Chacun paiera le prix qui pourra supporter, mais en définitive, ce sera cette voie-là qui amènera
le véritable état de droit qui ramènera l'état souverain algérien, l'état construit sur la légitimité populaire, sur le respect des institutions, et où l'armée elle-même retrouvera sa dignité pleine et entière, sa confiance avec son peuple, sa puissance, sa respectabilité, et non pas en étant sous l'emprise et entre les mains d'une police politique véreuse qui ne conçoit le citoyen que comme un sujet qui doit lui être donc totalement acquis, qui n'aura le droit de ne rien dire sur le fonctionnement de son pays. Et c'est ce à quoi aspire le Hirak, et il finira par vaincre. Shukran lakum, salam alaikum, et à bientôt, Inch'Allah.